Laurent Hénard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes aussi maire de Nancy. On va parler de Nancy, mais on commence par parler de votre parti qui tient une sorte de congrès aujourd'hui. Enfin, c'est la fin de toute une période de renouvellement de vos instances. Mais c'est vous le plus vieux parti de France. Mais à quoi ça sert un parti dans une France où les citoyens n'aiment plus les partis ? Alors d'abord, vous avez raison. Je pense que, à part, hélas, le Rassemblement national et la France insoumise, qui, il faut le reconnaître, arrivent à être actifs électoralement, mais aussi à développer des réseaux de militants sur le terrain. Et d'ailleurs, ils sont parfois très activistes. Les partis, on va dire, qui aiment la République, qui ont l'habitude de la faire vivre, ceux-là n'ont plus la confiance des Français. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre convention nationale aujourd'hui. On va traiter d'un sujet simple, c'est le désir de République. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on change ? Qu'est-ce qu'on change dans la façon de voter ? Qu'est-ce qu'on change peut-être dans le rôle du Parlement, le renforcer, limiter les pouvoirs du président, dont les Français ont l'impression que rien ne peut l'arrêter une fois qu'il est élu. Quasiment une 6e République, quoi. Il faut repenser ça. Oui, il faut le dire. Oui. En tout cas, il y a un changement profond à faire de carte, notamment en donnant plus de pouvoir aux collectivités locales, en développant les référendums locaux et nationaux. Nous, on croit que la démocratie directe, c'est pas l'ennemi de la démocratie de représentation, que les deux vont de pair. Et là-dedans, évidemment, que les partis politiques, ils doivent complètement se redessiner. Donc du côté du Parti radical, on reprend tout à zéro. Voilà, on se met à préparer les municipales sur le terrain. On a essayé de remettre à plat nos statuts, les simplifier pour redonner du pouvoir aux fédérations, aux militants et aux élus locaux dans les départements et faire en sorte qu'on ait un vrai parlement dans le parti qui finalement contrôle ses dirigeants nationaux. Tout ça dans un paysage politique national qui a été chamboulé. Êtes-vous clairement dans la majorité ? Une de vos élus, Dominique Faure, est ministre. Oui. Êtes-vous un pied dedans, un pied dehors, avec un regard critique ? Alors non, on est clairement dans la majorité présidentielle. Le Parti radical a fait le choix, c'était en congrès, donc avec un vote large dans la maison, de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Ce qui veut dire qu'on a fait sa campagne, ce qui veut dire qu'on soutient la mise en œuvre de son projet. Et d'ailleurs, les députés du Parti radical sont apparentés au groupe Renaissance à l'Assemblée, donc participent au travail de la majorité. Et c'est pas une majorité qui penche trop à droite dans ses décisions pour vous ? Alors, pour les radicaux, le dépassement qu'a défendu Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'essentiel. On a toujours cru que, on ne pouvait pas tout le temps être de droite ou tout le temps être de gauche et que ça faisait du bien à la République d'avoir des majorités d'idées. Donc, effectivement, nous, on défend des options de solidarité sociale plus marquées. On défend surtout des options de respect des territoires. Voilà. On pense que le pays va redémarrer en sortie de crise, notamment parce qu'on multipliera les initiatives locales et qu'on saura donner du pouvoir aux communes et aux régions. Avec un président très centralisateur, très jacobin, au moins dans son premier quinquennat. Mais je pense que dans la majorité, justement, c'est le rôle qu'on peut jouer. Enfin, à quoi ça sert d'avoir plusieurs sensibilités ou plusieurs partis politiques dans la majorité présidentielle si chacun n'arrive pas avec des sujets qui lui tiennent à cœur et qu'il sait défendre ? Nous, c'est la laïcité, c'est le solidarisme, c'est la République des territoires. L'UDI est en crise, le MoDem se pense dans un après-Bayrou qui arrivera. Il y aura à un moment donné peut-être une grande famille centriste à réunir maintenant que votre fusion avec le Parti radical de gauche est derrière vous. Oui, il y aura forcément besoin, à mon avis, de consolider encore la construction d'une force politique au centre. Parce qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien d'abord que le Parti socialiste est maintenant complètement soumis à la France insoumise. La NUP, c'est ça. La NUP, c'est la gauche raisonnable ou la gauche de gouvernement, appelez ça comme vous voulez, qui pour des raisons électorales est maintenant subordonnée à l'extrême gauche et à la France insoumise. On voit bien aussi aux Républicains, quand on regarde le débat interne, qu'il y a au moins une domination idéologique finalement. Retailleau Ciotti, c'est bonnet blanc, blanc bonnet presque. C'est la droite dure. Et c'est la droite dure qui espère gagner une compétition contre le Rassemblement national et nous on n'y croit pas. Donc ce qui résiste est au centre maintenant. Donc j'espère que dans la perspective de la prochaine présidentielle, on saura effectivement renforcer encore un peu plus les liens. Mais la majorité autour d'Emmanuel Macron, c'est déjà une force politique centrale. Alors il faut qu'elle puisse, déjà aux européennes, je pense, défendre des positions pro-européennes. La prochaine grande échéance pour les centristes, pour tous les centristes, c'est les européennes. Nous sommes des défenseurs de l'Europe politique et on sait qu'elle va être contestée, chahutée. Et à ce scrutin, il faudra défendre notre point de vue. Vous parliez de la démocratie directe. Aujourd'hui commence la Convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que vous approuvez cette méthode, faire appel à une poignée de citoyens, et quelle est votre position au parti sur la fin de vie ? Alors le Parti radical, depuis Caillavet, donc c'est pas une tradition, mais en tout cas c'est un engagement constant des radicaux, a toujours été favorable au droit à mourir dans la dignité. Et on a toujours été défenseur de la capacité qu'on doit avoir quand on est touché notamment par une maladie incurable, quand on est en fin de vie, à choisir finalement le moment et surtout avoir la garantie qu'on mourra de manière digne. Donc il faut dépasser la loi Leonetti. Oui, loi Leonetti qu'on a défendue, puisque Jean Leonetti est
était radical à l'époque où il a voté sa loi. Mais aujourd'hui, alors, il ne faut pas seulement la dépasser, il faut déjà l'appliquer. Pour avoir présidé pendant quelques années un conseil de surveillance de CHU, il n'y a pas des départements, il n'y a pas dans tous les départements des vrais services de soins palliatifs. La loi Leonetti, elle n'est pas à la disposition des citoyens de manière égale dans tous les départements. Donc, faire vivre cette loi partout. Et puis deux, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir aller plus loin. Et je crois que la Convention citoyenne, c'est une bonne démarche pour ces questions sociétales, parce que ça permet, dans le débat public médiatique, d'apporter un éclairage qui est celui du débat de citoyens de tous les jours, je dirais, et pas seulement des débats d'experts. Souvent, les gens peuvent avoir l'impression qu'on a toujours sur une question que des experts qui parlent, et que le débat est un peu confisqué. Et je pense qu'une Convention citoyenne, ça permet en tout cas de populariser le débat, de le rendre accessible le plus possible, et ça donne un bon éclairage sur un sujet qui est compliqué, sur lequel je pense qu'il n'y a pas de consigne de parti. Non, c'est pour ça qu'il y a un référendum à la fin, où chaque citoyen est renvoyé à son choix de conscience. Je pense que ça peut être un bon sujet de référendum, je suis d'accord, si le débat préalable est bien fait. Enfin, si on rentre dans des caricatures avec des positions brutales et sans, à mon avis, mettre en avant ce qui est l'essentiel du droit à mourir dans la dignité, qui est le primat de la personne humaine, voilà. Le primat de chaque personne, le respect qu'on lui doit. Avant la fin de vie, il y a la retraite, qui est en pleine réforme en ce moment. Et qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose. On voit où va le gouvernement. Mais êtes-vous, vous, au Parti radical, pour 65 ans comme âge de départ, ou plutôt 64 avec allongement de cotisation, ou une autre solution ? Alors d'abord, vous savez, quand il y avait eu le débat sur la réforme fondamentale du système, on plaidait pour retraite par points. Voilà, on plaidait pour qu'on sépare les deux sujets. Voilà. Ouais. Il y a un sujet de pérennité financière des retraites. Il faut le regarder en face et il nécessite que d'une manière ou d'une autre, on travaille plus longtemps. Alors le président a ouvert la porte à 64 ans. Moi je pense que ça doit être un sujet qui permet de faciliter le dialogue social et de faire en sorte que peut-être on trouve un point d'accord, ou en tout cas qu'on limite le plus possible les tensions sociales sur cette réforme difficile. Il faut faire cette réforme, 64 ou 65 ans. Et la faire maintenant ? Et la faire maintenant, oui, parce que moi je pense que de toute façon ce débat a déjà quand même 4 ans, quand on regarde. Hein. Quand on a parlé des retraites par points, tout de suite est arrivé le problème de l'âge pivot. C'est-à-dire, oui, on va changer le système, mais néanmoins, à quel âge il faut partir pour qu'il soit équilibré. Donc ce débat-là, depuis 4 ans, les Français l'entendent, je pense qu'il faut le trancher. Et nous, on pense qu'il faut le trancher en pérennisant le système, en le sauvegardant, ce qui veut dire qu'il faut allonger un peu la durée de travail. Ça veut dire aussi que des mesures proposées par le président sont indispensables. Je pense notamment au fait d'augmenter ce qu'on appelle le minimum contributif. D'une certaine manière, la retraite minimum, pour qu'elle passe à 1100 € au moins. Enfin, je veux dire, quand on regarde le montant réel des retraites des gens, c'est souvent très faible. Alors, il y a une part d'histoire, avec les conjoints collaborateurs de commerçants, les agriculteurs, enfin, il y avait des métiers ou des situations personnelles, et touchant notamment les femmes qui étaient très, très fragiles, mais néanmoins, les pensions restent très modestes. Donc, augmenter la pension minimale doit être, à mon avis, la contrepartie de l'allongement de la durée de travail. Et puis il faudra trouver une méthode au Parlement. Il faut chercher le consensus avec les Républicains sur ce sujet, ou passer par le 49.3. D'ailleurs, le texte sera sans doute un adjoint, un additif au PLFSS, là, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, donc un 49.3 sera facile. Oui, de toute façon, le 49.3 était possible même sans le PLFSS, puisqu'il n'a pas été utilisé. Une cartouche. Il y a une cartouche, voilà. Elle est là. Donc, ouais. Mais je pense que si on peut trouver une majorité d'idées, c'est bien. Alors, elle est logique avec les Républicains, puisque... Ils réclament ça. Ils votent ça au Sénat. Ouais. Voilà. Quand on regarde les votes au Sénat, depuis quelques années maintenant, à chaque fois qu'on vote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous l'évoquiez, il y a des amendements du groupe des Républicains pour repousser l'âge de départ à la retraite à taux plein à 65 ans. Donc logiquement, une réforme qui reprend quelque chose qu'ils votent depuis plusieurs années, ils devraient l'approuver. Je pense surtout que nous on avait défendu l'idée que ça ne pouvait pas se faire par amendement, qu'il fallait un texte spécial, ce que le président a validé, et je pense qu'il faut le saluer. Je pense que ça permet quand même d'avoir un temps de débat à part. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait un temps de débat à part. Il faut que les syndicats donnent leur point de vue. Il faut que le gouvernement défende sa réforme. Nous, on la défendra à ses côtés. Et il faut ensuite, bien sûr, qu'il y ait un vote qui ne sera pas un vote facile, parce qu'on sait que cette réforme n'est pas populaire. Évidemment. Plusieurs études ont montré une recrudescence des attaques contre la laïcité dans les établissements scolaires en provenance de l'islam politique. Est-ce que vous souhaitez un nouveau tour de vis républicain sur ce sujet qui est cher au Parti radical? Oui, et clairement, nous, on défend la laïcité. On pense que c'est pas une valeur de musée, mais que c'est une valeur d'actualité, et que ça permet aux gens de vivre en paix. Il faut défendre les enseignants. Enfin, je ne vais pas revenir sur le drame qui a touché Samuel Paty, mais je veux dire, aujourd'hui, au-delà de ce drame, quand on écoute des enseignants, quand on les rencontre, moi je les vois en Lorraine et à Nancy dans ma ville, ils sont soumis régulièrement à des pressions communautaristes qui peuvent être violentes et menaçantes. Ils n'ont pas de texte sur lesquels s'appuyer pour dire non. Donc il faut que le ministère peut-être
précise ce qu'on appelle des circulaires. Ce sont des actes qui, en tout cas, s'imposent aux agents publics, donc qui donneraient aux enseignants des choses claires. Il y a quand même sur le port de signes religieux, depuis la loi de 2004, un cadre beaucoup plus clair qu'avant. Mais il faut surtout les protéger, c'est-à-dire porter plainte, faire le lien avec la police nationale ou avec la gendarmerie selon l'endroit où on se trouve. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils se sentent couverts, mais je parle physiquement, pas seulement avec un texte juridique. Et Pape Ndiaye est le bon ministre pour ça, ou il manque un peu de fermeté sur ce sujet? Il est plus tolérant. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas la ligne qu'avait Jean-Michel Blanquer, dont on se sent très proche. Bon, je trouve que depuis qu'il est là, en tout cas, il a eu les propos qu'il fallait. Nous, ce qu'on attend, c'est surtout des actes. Et puis, je rappelle qu'il n'y a pas que l'école, il y a aussi tout le monde associatif. La loi dite contre les séparatismes, vous savez, prévoit l'obligation pour les associations subventionnées de signer une charte qui les engage sur les questions de laïcité, qui permet des contrôles. C'est une loi qu'il faut mettre en œuvre. Aujourd'hui, l'activisme communautariste, il passe beaucoup par des associations qui sont censées faire de l'aide sociale, qui sont censées faire du soutien scolaire. Il faut contrôler tout ça. Le bon mot, c'est contrôler tout ça. Et puis, je rappelle qu'il y a un référé préfectoral qui a été mis dans la loi aussi, qui a été utilisé d'ailleurs à Grenoble pour le port du burkini dans les piscines, qui est une très bonne chose, qui permet au préfet d'agir vite contre des initiatives communautaristes ou de collectivités locales. Il faut activer tout ça. Et puis, il faut éduquer à la laïcité. On a le 9 décembre, c'est la journée de la laïcité. C'est une belle journée pour faire de la formation des citoyens, pour faire de la formation dans les associations et les écoles. Vous êtes élu à Nancy, vous en êtes l'ancien maire. Vous avez dû vous battre pour qu'il y ait un vœu municipal contre l'antisémitisme. Ça a été si compliqué? On va dire que ça paraissait pas évident à tout le monde. Voilà. La majorité NUPES, c'est pas simple. En tout cas, pour eux, l'antisémitisme n'est pas forcément quelque chose de dramatique et de spécifique. Voilà, il y a le racisme, il y a l'appel à la haine. On sait tous que l'antisémitisme est, je dirais, la forme de haine qui doit nous alerter. À chaque fois que la République est en péril et qu'il y a eu des violences, les Juifs ont été les premières victimes. Prenez l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, c'est un fait. Et puis la Shoah est un crime contre l'humanité particulier. Et la première chose qui m'a marqué, c'est ça. C'est l'idée que la Shoah, l'antisémitisme, c'est quelque chose, c'est un génocide comme les autres et c'est une haine comme les autres. Non. Et puis deuxièmement, on ne met pas en balance l'antisémitisme et puis la question du respect dû au peuple palestinien ou l'autorité palestinienne, ça n'est pas la même chose. Voilà. L'antisémitisme, ça n'est pas un communautarisme. L'antisémitisme, c'est un humanisme. C'est un principe républicain. Moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. La lutte contre l'antisémitisme, ça doit être la mobilisation de tout le monde dans la République. Voilà, on ne peut pas dire qu'on aime la République et penser que l'antisémitisme est une formalité ou est devenu un détail. Non, c'est aujourd'hui, depuis 2 ans, les faits antisémites, les violences antisémites augmentent dans ce pays et on ne peut pas laisser faire. En un mot, vous serez candidat municipal à Nancy en 2026 ? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, je m'active dans l'opposition et je prépare l'alternance. Sénatoriale, européenne, ça vous intéresse ? Sénatoriale, non, parce que nous avons en Meurthe-et-Moselle une excellente sénatrice radicale qui est Véronique Guillotin, donc je la soutiendrai. Le combat européen, c'est le combat des radicaux, mais c'est le parti qui choisira. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse. Laurent Hénard, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Lundi matin, 7h45, votre invité sera Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais.